Ici Éric Giegal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Exactement 17h03. Nous allons donc accueillir Pierre-Paul Malenfant. Il est président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Bon après-midi, Monsieur Malenfant. Bonjour. Ça va bien? Ça va assez bien. Ouais. Alors maintenant, il y a un nouveau front commun par rapport à la crise sociale ou aux crises sociales. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Et front commun donc des travailleurs sociaux, de tous les artistes et acteurs pour changer les choses. On doit changer les choses, n'est-ce pas? Ben, effectivement, vous savez, le Québec actuellement est confronté à une crise sociale sans précédent. Là. Quand on voit tous les problèmes d'accès au logement, les inégalités sociales, l'insécurité financière, on regarde le manque de logements abordables, il manque de place dans les services de garderie, les personnes âgées qui n'ont pas accès aux services à domicile. Et là, j'en passe, sans parler de la situation des familles qui seraient plus pauvres, et les communautés autochtones également. Alors, on voit que la situation est très dramatique présentement. Et dans ce contexte-là, bien, on a tenu des états généraux là, depuis environ un an. On est parti consulter la population, consulter les travailleurs sociaux et les autres acteurs du travail social pour faire le point et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation. Et poser la question, c'est commencer à trouver les réponses, n'est-ce pas? Parce que quand on ne pose pas de questions du tout, on se dit, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire de l'État. Et là, donc, on n'a pas de solution du tout. Mais quand on commence à se poser des questions, quand on se dit que l'État, c'est un élément important, oui, mais le plus important, c'est nous, membres de la société civile, pas vrai? Ben effectivement, il reste quand même que l'État a un rôle à jouer et au Québec, on s'est doté dans les années 70, là, suite à la Révolution tranquille, on s'est donné un modèle, un réseau de la santé et des services sociaux qui était un modèle à l'international. Vous savez, on a à la fois le pilier santé et le pilier services sociaux dans une même organisation. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, face à la crise sociale dans laquelle on est, la crise climatique, ce qu'on constate, c'est que ce filet social-là est percé de partout. Il y a des listes d'attente à la DPJ, vous avez 4 000 enfants qui attendent. En santé mentale, il y a 20 000 personnes qui attendent. En soutien à domicile, il y a 50 000 personnes. Et là, je pourrais continuer comme ça en énumérant bien d'autres secteurs où il y a vraiment des gens qui attendent des services, des gens qui sont en souffrance, qui ont besoin de soutien. Et on remarque que l'État n'est plus au rendez-vous comme c'était le cas auparavant. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi, on dirait, moi, depuis 40 ans que je vis au Québec, ça n'a jamais été aussi grave. Oui, il y a eu des difficultés, mais jamais comme maintenant. Ben, effectivement, c'est ça qu'on a vu pendant toutes les consultations qu'on a faites auprès de la population, auprès des organismes communautaires, des travailleurs sociaux, les autres intervenants sociaux. C'est que cette situation-là s'est vraiment dégradée au fil des années. Vous savez, quand on est arrivé dans les années 90, il y a eu un courant qu'on appelle la nouvelle gestion publique. C'était de dire, bon, mais vous savez, le rôle de l'État doit être un peu en veilleuse et il faut s'assurer que ce soit surtout l'entreprise privée, le modèle de gestion privée qui prime.
Vous savez, dans le réseau de la santé et des services sociaux, aujourd'hui, le modèle de gestion du réseau de la santé et des services sociaux s'appuie sur l'approche Toyota, dans le jargon qu'on appelle le lean management. Donc, l'État conçoit que le réseau de la santé et des services sociaux doit être géré comme une entreprise. Et on se rend compte que, donc, de plus en plus de centralisation. Vous savez, moi, là, j'étais un vieux routier du réseau dans les années 80. Lorsque j'étais à l'université, j'ai étudié le modèle qu'on avait au Québec. Il y avait 1200 établissements autonomes, des CLSC, il y avait des centres d'accueil, des centres d'hébergement, il y avait les centres de services sociaux, plein d'organismes qui avaient, dans chacune des communautés, qui avait son propre conseil d'administration, un comité de direction et des employés qui venaient de la communauté. Et c'était les communautés qui, par elles-mêmes, voyaient les problèmes de leur communauté et qui amenaient des solutions. Et là, on a vu un virage important où la grande entreprise, la nouvelle gestion publique, là, c'est tous les courants internationaux à la Thatcher, à la Reagan, pour dire, bien, l'État doit être organisé comme une entreprise privée. Et on a vu, bon, historiquement, ça fait longtemps que vous êtes au Québec, on a vu tous les modèles de privé, de partenariat public-privé. On a eu, à un moment donné, la réingénierie de l'État, l'optimisation, la réforme Barrette dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le virage ambulatoire également. Exactement. Et la désinstitutionnalisation. Et là, on se retrouve à un moment donné où l'État se désengage et confie de plus en plus la mission de l'État à l'entreprise privée. Vous avez aujourd'hui, dans le réseau de la santé et des services sociaux, une place du privé comme jamais auparavant. Et plus il y a du privé, plus on constate que c'est difficile d'avoir accès aux services, plus c'est difficile que la population se prononce. Et là, vous avez aujourd'hui, avec la réforme du ministre Dubé, vous avez un établissement qui s'appelle Santé Québec, qui est centralisé. Et soit dit en passant, ça s'appelle Santé Québec. Ils ont même refusé de dire que c'est Santé et Services sociaux Québec. Donc, ça nous donne un peu l'image, de la place que le gouvernement veut laisser aux services sociaux, alors qu'on a un modèle particulier au Québec. C'est unique, là, en Amérique du Nord, d'avoir à la fois la santé et les services sociaux dans un même ministère. Et on se rend compte que c'est tout l'hospitalocentrisme, tout a été mis autour de l'hôpital, autour du médical. Et on n'est pas contre le fait qu'on doit répondre aux problèmes de santé, qu'on ait des problèmes de santé. Maintenant, on a tout mis là et on se rend compte que ça n'enlève pas les listes d'attente. Il y a encore des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès à des médecins et toutes les listes d'attente dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, une situation inacceptable pour laquelle il faut absolument changer. Alors, est-ce que cette problématique est due au fait que la société civile a abdiqué et se contente de très beaux discours et de se faire manger la laine sur le dos? Elle se retrouve désarmée avec le résultat qu'on sait. Ou est-ce que c'est ce qu'il fallait suivre? Vous l'avez dit en début d'entrevue que dans les années 90, mais on déplorait justement la trop grande présence de l'État dans nos vies et on demandait justement que le privé fasse son entrée, mais le privé n'est pas mieux. Et aujourd'hui, on constate que c'est des gens du public qui s'organisent pour prendre l'argent de l'État dans le privé. Oui, exactement. Si plus de privés en santé et services sociaux, ça fonctionnait, bien, on le saurait parce que ce virage-là est amorcé depuis une dizaine d'années et ce qu'on constate, c'est que ça se détériore de plus en plus. Vous savez, là, il y a un exode majeur. Nous, là, les travailleurs sociaux, à l'Ordre des travailleurs sociaux, là, nous, là, on est un ordre. On n'est pas un syndicat, on n'est pas une association, on est là pour protéger le public. Et là, quand on voit, on a fait un sondage dernièrement. Il y a 16 000 membres, 16 000 TS au Québec. On a fait un sondage dernièrement. 5 000 membres ont répondu au sondage et vous avez 16 qui ont répondu qu'ils avaient l'intention de quitter le réseau de la santé et des services sociaux au cours des 2 prochaines années. 16 sur 5 000, c'est beaucoup. 16 000,
C'est beaucoup. Ouais. Alors, c'est comme quelque chose là, qui va vous donner comme 2-3 000 qui vont quitter. Et pendant ce temps, les demandes sont en attente pour des enfants en difficulté. Et où est-ce qu'on va recruter ces travailleurs sociaux-là dans le privé? Ben, c'est que quand ils sont rendus dans le privé, ben, ils sont complètement autonomes, ils décident, ils choisissent leur clientèle, ils choisissent le temps avec lequel ils vont avoir un suivi, ils veulent pas avoir de situations trop compliquées, et là, ben, c'est le réseau qui se retrouve avec les situations les plus difficiles. Je vous donne un exemple très concret. Hein. À la DPJ, il y a 4000 enfants qui attendent des services. Quand il n'y a pas dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les équipes jeunesse qui existent partout dans les CLSC, quand il n'y a pas suffisamment de professionnels pour offrir des services, parce que beaucoup ont quitté pour aller en privé, bien, on se retrouve à un moment donné avec des personnes qui signalent leurs enfants en protection de la jeunesse, alors qu'ils devraient plutôt être pris en charge, d'être soutenus par les services sociaux généraux dans les CLSC. Hein. Quand on rencontre des difficultés personnelles, que ce soit avec nos enfants ou des difficultés de stress, des difficultés de s'adapter à des situations difficiles, hein, des congédiements, la perte de logement et tout ça, on a besoin d'aide, mais on n'a pas besoin nécessairement de la DPJ, puis on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des psychologues ou des psychiatres. On a besoin d'avoir des services sociaux de base qui vont être adaptés dans chacune des communautés selon le profil de la communauté. Si on est dans Hochelaga Maisonneuve, ben c'est pas être, par exemple, dans Outremont. Hein. Et donc ça, on a vu disparaître ça avec le temps. Et lors du sommet qui s'est tenu en fin de semaine, où plus de 400 travailleurs sociaux, travailleuses sociales et d'intervenants, praticiens du travail social se sont réunis pour faire ces constats-là, puis regarder la situation pour dire il faut maintenant que ça change. Monsieur Malenfant, est-ce que moi je n'aime pas la facilité en disant mais c'est ce gouvernement-là, comme quoi les choses commenceraient à se détériorer à partir du moment où la CAQ a pris le pouvoir. Mais force est de constater qu'il y a une dégringolade qui s'est faite assez drastiquement depuis le début du premier gouvernement de la CAQ. Je ne veux pas dire que ça a commencé avec la CAQ, mais la dégradation s'est accélérée, non? Oui, puis il faut éviter là, d'identifier que c'est un gouvernement plus qu'un autre. C'est vraiment une tendance qui est très forte, et c'est une tendance qui est forte au Québec et qui est forte également ailleurs. Au fil des réformes, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque j'étais aux études, il y avait 1200 établissements au Québec. La réforme de Couillard 2003 nous a ramené à peu près à une centaine d'établissements. La réforme Barrette nous a ramené à 30 quelques établissements. Et là, on va se retrouver avec une grosse agence Santé Québec regroupant quelque chose comme 250 000 employés, là, une méga structure, hein, très loin du terrain, très loin de la réalité des différentes régions au Québec, des différents quartiers dans les villes. Alors, c'est vraiment un processus gouvernement après gouvernement qui nous a amenés là. Et ce constat-là, bien, il a été fait en fin de semaine pour dire maintenant, changeons la situation. Je vous donne un exemple. Une des revendications, c'est de dire ramener les lieux de décision pour l'organisation des services de santé et des services sociaux proches des communautés. Ce qu'on appelle, nous, les CLSC 2.0. Pas revenir au modèle qu'on avait dans les années 70, mais déjà, tout le monde connaît son CLSC. Il y a des CLSC partout. Maintenant, il faut simplement faire en sorte qu'on ait des médecins dans les CLSC, qu'on ait des psychologues, des travailleurs sociaux et tous les professionnels, des infirmières, des hygiénistes dentaires et tous les professionnels. Mais on est loin de ça. On est loin de ça. J'ai appris récemment que lorsqu'on appelle à notre CLSC de quartier, n'est-ce pas, là où on nous référait, on disait pour ne pas aller aux urgences, mais c'est le CLSC du quartier, n'est-ce pas? Non, le CLSC vous réfère à une clinique privée. Exactement. Vous voyez la tendance, là. Donc, quand j'arrive, je me présente à mon CLSC, on me dit non, vous n'avez pas ce service ici, allez au GMF, allez dans une clinique privée. Mais il y a un problème définitivement. Effectivement. C'est vraiment la négligence, là.
utiliser l'expression, là, c'est comme si le social, les services sociaux, c'était quelque chose qui n'était pas très, très populaire. On va mettre l'accent pour toute la santé, ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme. Mais, donner un exemple très concret, M. Pierre. Une femme monoparentale qui a 2 enfants, 11 ans, 4 ans, qui reçoit un avis que son logement ne sera plus disponible au 1er juillet, qu'est-ce qu'elle a besoin comme service? Elle a besoin de services sociaux, de travail social qui vont la soutenir dans ses démarches, qui va identifier ses besoins, qui va faire du repérage pour la mettre en contact avec les organismes communautaires, avec le logement social et tout ça. Si elle n'a pas accès à ces services sociaux-là, elle va développer du stress, probablement devenir anxieuse, elle va se retrouver chez son médecin, peut-être tomber en congé de maladie, enfin, à ce moment-là, de s'appauvrir, enfin, d'avoir des difficultés avec ses enfants, etc. Au départ, c'est un problème social qui, si on n'aide pas à la base avec les services sociaux disponibles partout, on va se retrouver avec une personne qui va peut-être développer un problème psychologique, se retrouver chez le médecin, peut-être chez le psychologue, etc., etc. Absolument, qui coûtant beaucoup plus cher à l'État, à l'ensemble de la société. Mais, Monsieur Malenfant, dites-nous, c'est des états généraux, c'est important, oui, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver la bonne direction pour changer les choses. Quelle est la prochaine étape? Écoutez, il y avait beaucoup d'enthousiasme en fin de semaine. Là. Il y a 400 personnes de partout là, qui étaient là. Enfin, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a personne là, qui était déprimé puis qui était fataliste. Tout le monde a dit, serrons-nous les coudes, mettons de l'avant l'importance des services sociaux, l'importance du travail social, et on va unir nos forces. On va faire en sorte de susciter du changement. Et la principale recommandation, il y a une déclaration qui a été adoptée, et la principale recommandation, c'est de créer une large coalition des partenaires sociaux pour changer cette dynamique-là parmi la société québécoise et unir toutes les forces vives, les municipalités, le milieu scolaire, les gens qui sont dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les organismes communautaires, dans les communautés, que tout le monde se serre les coudes pour mettre de l'avant deux nouveaux services sociaux dans la société québécoise. Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.